Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 23 janvier et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire de la vidéo on va évidemment faire un petit point macro. Ensuite on verra le Bitcoin, l'Open Interest, les différentes liquidations. On va voir les options qui vont expirer le 28. Et évidemment, on fera un petit tour sur la comparaison des différents bottoms qu'on a pu avoir précédemment pour essayer d'avoir une idée sur ce à quoi peut ressembler le bottom. Alors, on va faire un petit point d'abord sur la baisse des cours. Donc, rappelez-vous, le shop qui était chargé précédemment n'a pas pardonné. La majorité était prévenue du mouvement imminent. La seule chose, c'est que, encore une fois, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ne pense pas à notre point faible, donc à notre scénario inconfortable. Et c'est vraiment le but dans un marché, c'est de toujours voir les deux scénarios possibles. Donc j'en parlais, je ne sais plus quand, si c'était mercredi, que le shop était chargé. Donc il fallait se préparer à un mouvement puissant. Donc évidemment, comme je vous le dis souvent, le shop n'indique absolument pas dans quel sens va avoir lieu le mouvement, mais uniquement nous donne une indication sur la proximité du mouvement. C'est pour ça qu'il est très important de travailler son point faible. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que très peu de gens font et c'est pour ça certains se retrouvent du coup avec des pertes énormes. Alors, évidemment, j'espère que pour la majorité d'entre vous, vous en tirez correctement. Donc, n'oubliez pas que ce genre de baisse des cours et éventuellement, du coup, pour certains, s'ils ont perdu, c'est des leçons. D'accord? C'est qu'il faut tirer des leçons de ce genre d'éléments, de ce genre d'événements pour derrière essayer de ne plus reproduire. Donc je vous rappelle que le marché est bourré d'opportunités. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de les voir. Et donc pour ça, évidemment, il faut arriver à se remettre en question. Il faut arriver, du coup, à assumer ces moments où on fait des erreurs. Et croyez-moi, on en a tous fait. Donc évidemment, si derrière, vous avez du mal à vous en remettre et que vous souhaitez simplement dialoguer avec des membres de la communauté, évidemment, le Discord est ouvert pour que vous puissiez partager votre expérience, du coup, avec d'autres membres. C'est toujours très important de parler et du coup la communauté est évidemment là pour ça. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce qu'on a un bottom, est-ce que c'est le moment d'acheter, etc. Alors évidemment, c'est une question qui est assez délicate. D'abord, on va faire un petit point sur le SP500, voir un peu qu'est-ce qui se passe d'abord sur la finance traditionnelle pour comprendre un peu que aussi cette baisse des cours sur le Bitcoin est aussi liée à la finance traditionnelle qui, elle aussi, est en train de subir tout simplement des baisses importantes. Si on regarde le SP500, pour l'instant, hein, par rapport à la session de vendredi, il est en chute libre. Donc chute libre, mais tout de même, on arrive vers des zones de support. Donc, on va voir évidemment qu'est-ce qui va se passer à la session de lundi. Hein. C'est de toute façon quitte ou double à la session d'ouverture des cours de lundi. Tout simplement, soit on commence à voir des rachats importants qui se mettent en place, et derrière, soit on voit ce creux qui est réintégré, ce qui serait bon signe, ou soit justement ça continue de chuter à la première séance de lundi. Donc évidemment on va voir, encore une fois je pense de toute façon que comme d'habitude certainement il y aura des politiques d'assouplissement qui vont permettre de rassurer ces cours et de remettre en place une dynamique. Et encore une fois il est un peu tôt. Donc c'est vrai que là on se retrouve sur des zones qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On voit un RSI du coup en survente. Donc on verra, mais de toute façon très souvent qu'est-ce qui se passe sur ce genre de marché, surtout la finance traditionnelle, ça finit par rebondir. Donc encore une fois le but c'est de ne pas paniquer mais d'être capable d'observer ce qui se passe. D'accord? Donc le but c'est pas d'être impulsif, on n'essaye pas de se rattraper, de rattraper ses pertes de façon impulsive, ça ne sert strictement à rien. C'est maintenant un jeu d'observation et de réactivité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de lire et interpréter le marché correctement pour savoir agir. Donc maintenant qu'on voit que le SP500 est tout simplement en train de corriger violemment, le Nasdaq c'est pareil, donc la majorité des actifs à risque sont en train de chuter. Donc on va voir, tout va dépendre évidemment des annonces de la Fed qui peuvent tout simplement permettre de relancer les marchés. Donc nous on va s'intéresser au Bitcoin car c'est principalement l'objet de notre chaîne, tout simplement d'observer les cours crypto. On voit qu'on a eu une massive bougie baissière qui s'est mise en place. Donc c'est pour ça que j'avais fait un petit thread sur la volatilité et du coup, vu qu'on ne connaissait absolument pas le sens du mouvement prochain, on pouvait miser
uniquement sur la volatilité. Et donc, évidemment, pour tous ceux qui ont misé sur la volatilité, comme je l'avais suggéré, évidemment, ont gagné gros grâce, par exemple, à l'achat des move contracts. Donc, c'est vrai que pour ma part, j'aurais pu prendre des put options et je ne l'ai pas fait, car je trouvais qu'on était actuellement sur un support. Et du coup, c'est une erreur de ma part parce que j'aurais pu prendre des put options, car ça aurait été évidemment extrêmement rentable. L'avantage, c'est que j'ai pris aussi des move contracts et ça m'a permis du coup d'amortir et de faire des énormes gains sur cette hausse de la volatilité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont profité du coup de ces achats move où j'ai pu faire un tutoriel. Donc je vous invite évidemment à regarder le tutoriel sur les move contracts. Seule chose, c'est important de comprendre que ces move contracts peuvent être rentables, mais peuvent aussi générer des pertes importantes. Donc, n'oubliez pas de bien respecter les critères de sélection que j'ai pour rentrer dans ces move contracts. Sinon, évidemment, vous pouvez vous retrouver du coup à rendre tout ce que vous avez gagné grâce à cette hausse de la volatilité qui a permis d'avoir des move contracts extrêmement rentables. Donc pareil, la prochaine fois que j'ai envie de m'aventurer sur un move, je vais attendre tout simplement que le shop soit chargé en 4 heures pour pouvoir rentrer sur le prochain move contract. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant sur le Bitcoin? Donc déjà, ça va être intéressant de voir. Il y a certainement un gap à combler. D'accord? Donc maintenant, il faut savoir que les datas qu'on a sur TradingView sont en retard. Mais apparemment, on aurait une session qui aurait clôturé sur les 36 175. Donc on va voir exactement où se fait le gap. Ça va être difficile à savoir, tout simplement parce qu'on a des datas qui sont en retard. Mais il y aura certainement, je pense, un gap à combler. Donc forcément, ça peut être une petite opportunité de rebond ou tout simplement attendre que le gap soit clôturé pour éventuellement relancer un short. Donc avant de voir tous les niveaux qui sont, que j'estime, des niveaux d'intérêt, on va essayer de faire un petit tour sur les open interest, sur les différentes liquidations qu'on a eues pour essayer de comprendre si éventuellement, grâce à ces indicateurs, on peut éventuellement essayer de flairer un éventuel bottom. Alors, il ne faut pas oublier que... Alors, si on regarde les datas de liquidation, donc ça, je les regarde sur coinglass.com. Avant, ça s'appelait Bybit. Maintenant, ça s'appelle Coinglass. Donc, vous avez un peu tout ce qui se passe au niveau des liquidations. Donc, on n'a plus les datas de la veille. Mais à peu près hier, on était sur les 1 milliard. Et je pense que cumulé entre vendredi et hier, on était à peu près sur 2 milliards. Donc, c'est beaucoup par rapport à habituellement. Mais ce n'est pas non plus... on va dire, l'une des plus grosses liquidations qu'on ait pu subir. D'accord? On en a vu des beaucoup plus violentes, ou en tout cas, j'en ai connu des beaucoup plus violentes. Déjà, rien que celle du 1er décembre, on voit qu'elle est du 4 décembre, elle est plus importante que celle-ci. Donc déjà, soit évidemment, il y a de moins en moins de monde restant à liquider, on n'a tout simplement pas liquidé tout le monde. Ça peut être évidemment les deux cas de figure que j'ai en tête. Donc si on regarde ces deux petits pics de liquidation, mais si on regarde, ils sont bien moindres du 3 décembre. Au niveau de l'open interest, alors qu'est-ce que l'open interest? Je vous en parle souvent, c'est tout simplement le cumul des positions short et longues. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque on clôture des contrats, donc des liquidations? Ça génère généralement des contrats en moins, donc de l'open interest en moins. Donc si on regarde au niveau de l'open interest, on a une belle chute de l'open interest, mais on reste tout simplement sur des niveaux équivalents, on va dire, à septembre. Et là où on a eu la plus grosse baisse de l'open interest, elle a eu lieu en mai où s'est créé, où s'est formé l'éventuel bottom qui nous a donné lieu à un ATH. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de l'open interest, mais globalement, on ne souhaite pas voir un open interest qui monte trop. D'accord? On ne souhaite pas instantanément revoir cet open interest qui commencerait éventuellement à nouveau à nous créer un nouveau pic au-dessus de celui-ci qui se trouve sur les 20 milliards. D'accord? Donc là, déjà, on remarque que rapidement, l'open interest se remet à remonter. Et ça, généralement, ça peut être tout simplement des shorts qui continuent à nouveau à s'empiler. Donc, il faut être extrêmement prudent et on souhaite réellement voir cet open interest qui se stabilise ou voir qui descend. Généralement, par ma propre expérience, c'est qu'on doit voir. D'ailleurs, c'est Larry Williams qui m'a appris énormément sur l'open interest et je l'en remercie car vraiment, grâce à lui, j'ai su commencer à interpréter cet outil qui est extrêmement utile. Encore faut-il savoir le lire. Je vous rappelle que j'ai fait aussi un tuto sur la lecture de l'open interest. Donc maintenant qu'on a regardé tout simplement l'open interest qui a pris une belle chute, les liquidations qui ont été importantes mais pas forcément les plus importantes, on va faire un tour du côté des contrats options. Parce que oui, les contrats options jouent aussi un rôle important dans les mouvements des marchés et de plus en plus d'ailleurs. Donc on a 54 000 bitcoins d'open interest qui vont expirer le 28.
Donc forcément, ça peut aussi avoir un impact sur le prix des cours pendant les prochains jours, donc jusqu'à expiration, et on verra un peu ce qui va se passer après ces expirations. Je souhaiterais voir tout simplement laisser les expirations se mettre en place pour éventuellement commencer à prendre des décisions, on va dire, plus long-termistes. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on a un max pain à 44 000 $, donc on a un max pain qui est bien plus important que le prix actuel. Donc si ça se trouve, avec un peu de chance, le prix va tenter d'aller chercher ce max pain. Donc il peut aussi baisser ce max pain pendant les prochains jours en fonction des prochaines positions qui vont se mettre en place. Mais par rapport à d'habitude, où on est au-dessus, cette fois-ci, on est en dessous. Donc éventuellement, on pourrait peut-être voir la possibilité du prix chercher le max pain. C'est évidemment une possibilité, une hypothèse, mais il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que le marché fait strictement ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le max pain qui est largement au-dessus du prix, car on le sait par habitude, le prix a tendance à aller chercher le max pain. Donc on va regarder un peu du côté des prochaines grosses expirations. Donc pour moi, la grosse expiration sera celle du 25 mars. On voit aussi qu'on a un max pain au 25 mars à 45 000 $. Alors pourquoi les expirations de mars sont importantes? C'est parce que c'est les trimestriels. Je vous rappelle que les plus gros contrats sont trimestriels. Donc déjà, en plus, on remarque que pour mars, il y a déjà 44 766 Bitcoin en open interest. Donc ça prouve déjà qu'il y a déjà de l'intérêt pour mars. Alors évidemment, le prochain après janvier sera les expirations du 25 février. Et là, on voit qu'il y a uniquement 22 000 d'open interest. Donc déjà, elles représentent, il y a beaucoup moins d'intérêt actuellement sur celle-ci. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes les informations qui peuvent nous permettre de cerner le contexte, avec la finance traditionnelle, avec l'open interest, avec l'expiration des options. Donc là, par exemple, en dernier lieu, on peut aller regarder ce qui se passe sur l'open interest, par exemple, de Bybit. J'aime beaucoup regarder l'open interest de Bybit, tout simplement parce qu'il est très significatif. Beaucoup de retailers, beaucoup de débutants qui traitent sur Bybit. Donc généralement, c'est là où se font piéger la plus grande majorité des intervenants du marché. Et donc là, on voit que depuis le bottom, ici à 34 275, donc ce bottom qu'on a temporairement, on voit que l'open interest ne cesse d'augmenter. Donc ça aussi, c'est pas forcément très bon signe. Donc possiblement, on voit cet open interest qui va monter jusqu'à l'ouverture des futurs ce soir à minuit. Et derrière, éventuellement, on vient clôturer le gap pour derrière peut-être corriger par la suite. D'accord? Je doute actuellement, bien que je laisse une porte ouverte à cette possibilité. Comme d'habitude, je laisse toujours des portes ouvertes. Je doute que finalement la correction soit entièrement terminée et qu'on ait eu le bottom tout de suite. Je vous rappelle que le week-end, la price action du week-end, donc les mouvements du week-end ne sont généralement pas assez significatifs, tout simplement pour être validés pour la semaine. D'accord? Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on annule très souvent ce qui se passe pendant un week-end. Et ça arrive quasiment tous les débuts de semaine. Je vous rappelle que maintenant, le Bitcoin est un produit extrêmement institutionnalisé. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent un reset de ce qui s'est passé pendant le week-end en début de semaine. Très souvent, très fréquemment. Donc si ça ne se fait pas en début de semaine, ça se fait juste après. Certainement un gap à clôturer. Donc on va voir dans quel sens il se fait. Donc si on regarde actuellement, je suis sur Bitfinex, il y a du volume. Et si on regarde, le volume n'est pas forcément significatif par rapport à d'autres fois. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Regardez par exemple sur les bottoms précédents, à peu près par ici par exemple, on voit que le volume était plus important qu'ici. D'accord? Un poil plus. On était sur du 300K, du 3200 de volume. Alors évidemment, c'est intéressant de voir le volume cross-platform, donc sur l'ensemble des plateformes, pour essayer d'interpréter un peu tout simplement ces différents bottoms qui ont eu lieu. Donc par exemple, si on regarde ici, donc le volume a été important. On voit ici que sur la reprise, pas forcément tant que ça, d'accord? Le volume n'était pas si important, mais on voit bien ici qu'à partir de ce niveau, à partir des 28 000, 29 000, on commence à avoir des gens qui achètent massivement ici le bottom. Et derrière, on a un dernier retest qui se met en place. On vient chercher une dernière prise de liquidité quasiment pile poil sur le bas de la bougie du bottom. Et derrière, le prix hausse par la suite. Donc, c'est éventuellement ce genre d'action qu'on va chercher à obtenir par ici. D'accord? Donc, pour qu'on ait éventuellement un bottom qui se décime, on veut voir un peu toute cette price action qui est
c'est mis en place ici sur plusieurs barres, d'accord? Donc ça, il faut comprendre que ça nous a mis à peu près 36 jours à peu près pour former ce bottom, d'accord? Donc jusqu'à la jusqu'à la capitulation finale hein, ici qui a eu lieu le 22 juillet, d'accord? Donc c'est ça qu'on va chercher. Donc soit évidemment on a un V-bottom de l'histoire, donc qui fait comme ça, et là dans ces cas-là, pas de doute, on a récupéré cet ancien sommet, donc qu'on va acheter forcément sera issu euh, d'un mouvement haussier, ou soit finalement on a ce genre de consolidation qui se met en place, ce petit range qui s'est mis en place, jusqu'à que finalement ici les acheteurs prennent la main. D'accord? Donc c'est ce genre de price action qu'on va chercher à avoir par ici. Alors deux cas de figure, soit le V-bottom, on arrive à récupérer ce creux, ce creux et ce creux, et dans ces cas-là tout va bien, ou tout simplement on a une sorte de consolidation en range qui se met en place, éventuellement le dernier pic ici qui vient gratter toute la liquidité et lever. D'accord? Donc tout ça, je pense, va se mettre en place, mais va se mettre en place en prenant son temps. D'accord? Soit on a une impulsion directe, ou soit on a une sorte de consolidation. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a absolument pas lieu de se presser. Donc évidemment, si vous êtes dans la stratégie dollar cost average, et bien évidemment c'est le bon moment sans aucun doute. Mais sinon, évidemment, ça ne sert à rien de se précipiter pour acheter, pour définir le bottom au point près. D'ailleurs, c'est comme ça que la majorité des intervenants se brûlent les mains, tout simplement en tentant de chercher ici le bottom parfait. Alors, on va regarder Ethereum. Donc, Ethereum qui a pris excessivement lourd. Alors, il faut savoir que Ethereum a l'habitude de corriger beaucoup plus violemment. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de finances décentralisées, il y a tellement de contrats qui sont faits sur cet Ethereum que finalement, très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est les liquidations qui ont lieu sur la DeFi qui font que derrière, Ethereum tente à corriger beaucoup plus violemment. D'accord? Il est très, très, très utilisé avec du levier. Et derrière, qu'est-ce qui se passe quand il y a des liquidations importantes? On voit une baisse de prix massive. Donc, on voit pour l'instant qu'on a l'air d'avoir trouvé support ici sur cette ancienne zone pivot. Pourquoi c'est une ancienne zone pivot? Si on observe, cette ancienne zone ici a servi de résistance avant le pullback et avant le nouvel ATH ici qui a eu lieu à 4900, à environ 4900. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une zone intéressante. Donc quoi qu'il arrive, on va voir un peu ce qui se passe sur cette zone qui est en train de définir actuellement le support d'Ethereum. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste sans aucun doute un moment intéressant pour dollar cost averager son Ethereum. Alors on voit ici que le shop s'est complètement déchargé, donc il peut lui rester encore un dernier petit mouvement baissier, mais on voit ici qu'il est allé de ultra chargé à ultra déchargé. Donc comme vous pouvez le voir, quand le shop est chargé, ça nous annonce toujours un mouvement violent. Alors c'est vrai que si on observe maintenant l'historique des 3 derniers shops chargés, à chaque fois que le shop était chargé, ça nous donnait lieu à un mouvement baissier. Donc peut-être maintenant, à chaque fois qu'on verra un shop chargé, on pourrait peut-être éventuellement déjà se préparer pour un mouvement baissier. Alors dans ces cas-là, la meilleure façon de faire, c'est tout simplement d'acheter des put options. Derrière, on n'est pas obligé de shorter, mais ça nous donne une assurance en cas de mouvement violent à la baisse. Encore une fois, plutôt que d'être ultra directionnel dans mon trading pendant les prochains jours, je vais certainement chercher à miser sur la volatilité. Donc pour ça, je mets des move contracts. Je peux éventuellement acheter des options. Donc n'oubliez pas que j'ai un tuto aussi qui est entièrement dédié aux options. Et derrière, évidemment, certainement, quand j'aurai trouvé des points que j'estime intéressants, je placerai certainement des shorts. Alors je vous rappelle que chaque lundi a lieu ma newsletter pro, donc dans lequel je fais une analyse détaillée sur le Bitcoin et l'Ethereum pour essayer de définir les niveaux clés. Et derrière, j'essaye de faire plusieurs plans de trading éducatifs. Donc comme vous pouvez le voir, les résultats de la newsletter sont excessivement encourageants. Et donc évidemment, surtout dans les périodes où le marché est difficile comme ça, c'est toujours certainement plus intéressant d'essayer tout simplement d'avoir des idées sur la continuation de la tendance et donc évidemment d'essayer de voir ensemble les plans qui sont proposés. Alors je vous rappelle aussi que c'est dans les moments difficiles comme ça qu'il est préférable d'être accompagné lorsque on appréhende le marché. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des mouvements aussi importants en termes de volatilité, on a mis en place un code rouge. Donc il vous suffit dans l'ensemble du site internet de mettre code rouge en code promo et derrière vous aurez tout simplement
un bon de réduction sur votre achat de newsletter ou du Discord. Alors maintenant, on va faire un petit point rapide sur le DCA, donc la stratégie du dollar cost average. Donc il s'agit tout simplement d'accumuler du Bitcoin ou des cryptos que vous souhaitez. Donc évidemment, on tente bien choisir ces valeurs lorsqu'on fait du dollar cost averaging en petite quantité régulièrement. Alors il faut savoir que maintenant, lorsque le marché est en tendance baissière, c'est maintenant les meilleurs moments pour faire du dollar cost averaging. Alors c'est sûr que forcément, on a l'impression que l'évolution de notre porte-monnaie en dollar cost average n'est pas forcément encourageante. C'est normal vu qu'on est en tendance baissière. Mais il faut savoir que c'est à ce moment-là que ça nous permet d'avoir les meilleurs prix pour avoir le prix moyen le plus intéressant. Pourquoi ? Je rappelle tout simplement que par exemple, lorsqu'on était en tendance baissière sur le Bitcoin en 2018 et que les personnes qui faisaient du dollar cost average, donc du coup pendant le marché baissier de 2018, tout simplement ont accumulé du Bitcoin ici à des niveaux extrêmement intéressants. Donc même ceux qui avaient commencé du coup avant mars, par exemple, se sont retrouvés ici avec un prix moyen excessivement intéressant. Et lorsque le prix du Bitcoin a explosé, parce qu'il a fini par exploser, derrière, ils se sont retrouvés avec des x10. Alors c'est ça l'avantage du dollar cost average, c'est d'accumuler. On essaye d'avoir un prix moyen sur des valeurs qu'on estime être des valeurs d'avenir. Et derrière, évidemment, le jour où la tendance haussière se réveille, parce que finalement, généralement, si on a bien choisi son actif, la tendance haussière finira par se réveiller. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est là qu'on peut commencer à voir les résultats de notre dollar cost average et les résultats de notre patience qui ont payé. Donc, par exemple, les valeurs que j'ai choisies en 2022, que j'ai mis en place, par exemple, dans le groupe Discord, l'une d'elles, par exemple, c'est le Secret Network. Alors, j'estime que ce projet est excessivement intéressant. Et donc, du coup, c'est pour ça, par exemple, que j'ai décidé en début d'année de faire un DCA sur le Secret Network. Donc, on a commencé dans la communauté à faire ce DCA aux alentours du 21 décembre. Donc, chaque semaine, je me suis permis tout simplement d'acheter du Secret Network. Donc, à un moment donné, il faut savoir, quand le prix a commencé à excessivement hausser, on s'est retrouvé quasiment à un prix de 2,5 fois de performance par rapport au prix moyen. Donc là, c'est pareil. Je profite tout simplement de cette baisse pour continuer à accumuler. Donc derrière, généralement, qu'est-ce que je fais pour récupérer au moins une partie de mon investissement? C'est lorsque DCA marque une performance de x3, je récupère la mise de départ. Ça peut être éventuellement pour moi un des signaux pour pouvoir au moins récupérer ma mise de départ et derrière éventuellement utiliser ces fonds pour un autre DCA. D'accord? Mais ça par exemple, c'est la stratégie la plus classique, c'est de se permettre une performance de x3 pour derrière prendre sa mise de départ. Alors, pareil, ici, je vois rien qui nous empêche de continuer ma stratégie de DCA sur le Secret. Donc, on voit ici que c'est un mouvement violent baissier, mais on voit aussi que la tendance reste haussière. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on allait endommager ce creux, il est probable maintenant qu'on consolide et qu'on prenne un peu de temps tout simplement pour récupérer la dynamique. Mais en tout cas, certainement, c'est ce genre d'actif qui était extrêmement fort avant la chute qui va certainement avoir tout simplement un rebond plus conséquent que d'autres. Donc là, on voit que c'est un des rares actifs qui avait une très très bonne dynamique avant le sell-off. Donc pareil ici, si on veut s'attaquer à l'achat de rebond, qui peut être une stratégie, vaut mieux se diriger vers des valeurs qui étaient fortes avant la correction. Cette minute marché est maintenant terminée, donc j'espère évidemment qu'on a pu voir ensemble comment faire le tour un peu de ce qui s'est passé, qu'on essaie ensemble de voir les prochains niveaux clés. Donc on a bien vu que pour l'instant, il n'est absolument pas nécessaire de se précipiter ou de prendre des décisions dans la précipitation. Donc n'hésitez pas à partager évidemment avec le reste de la communauté grâce à notre Discord qui est ouvert 24 heures sur 24 et évidemment vous permettre de partager avec d'autres membres et d'autres passionnés. Donc en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine Minute Marché où on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux ou pour ceux qui ont la newsletter, on se retrouve donc demain pour les différents plans de trading je vais proposer pour la semaine. Bon trading à tous.